Bonjour et bienvenue au webinaire sur les changements dans le suivi des acquis. Tout d'abord, j'ai à cœur de souligner avec respect que je me joins à vous depuis les territoires ancestraux des peuples de langue lekwungen, des nations Esquimalt et Sanghees, où se situe le ministère de l'Éducation et des services à la petite enfance. Je m'appelle Jennifer et je suis coordinatrice des programmes d'études au sein de la division de l'apprentissage et des programmes en éducation. Qu'est-ce que le suivi des acquis? La communication des acquis porte sur l'ensemble des évaluations en classe et du suivi des acquis. À plusieurs reprises durant l'année scolaire, chaque élève et ses parents reçoivent des communications ou des rapports les informant sur l'apprentissage en cours. Informer les parents des progrès de leur enfant est une obligation en vertu de la loi sur les écoles. La manière dont les écoles et les enseignants et enseignantes communiquent sur l'apprentissage des élèves est en train de changer, de même que le format des rapports de suivi des acquis. La communication des acquis a pour objectif de faire en sorte que les élèves participent à des conversations constructives qui les aident à se sentir responsables de leur rôle dans l'approfondissement de leurs connaissances. Elle vise aussi à faire en sorte que les parents soient bien informés, participent au dialogue et aux décisions concernant l'éducation de leur enfant et comprennent ce qu'il faut faire pour favoriser son apprentissage et sa progression. Pourquoi le suivi des acquis change-t-il? Tout cela a vraiment commencé avec le remaniement des programmes d'études suivis en Colombie-Britannique. Comme beaucoup d'entre nous s'en souviennent sans doute lorsque nous étions élèves, les programmes d'études mettaient beaucoup l'accent sur les contenus. Aujourd'hui, on s'intéresse à des programmes d'études visant davantage l'acquisition des compétences essentielles, mettant l'accent sur la réflexion, la communication et la résolution de problèmes et offrant davantage de personnalisation et de flexibilité. Cette évolution dans le contenu de l'enseignement et dans la manière d'apprendre en classe appelle des changements dans les principes et pratiques de suivi des acquis. Ainsi, les bulletins scolaires font désormais l'objet d'un remaniement destiné à les faire concorder avec les programmes d'études et à établir ainsi un système cohérent pour l'ensemble de la province, de manière à offrir toutes les chances de réussite à chaque élève de Colombie-Britannique. Il est important de souligner que ces nouveaux principes sont étayés par la recherche. Le ministère a collaboré avec des universitaires de l'Université de l'Île de Vancouver, de l'Université Simon Fraser et de l'Université de Victoria pour faire une analyse approfondie de la recherche sur la manière de communiquer les acquis des élèves. En examinant les résultats de la recherche, nous avons élaboré les principes et directives présentés dans le document de politique comme par exemple l'importance d'une communication régulière et constructive avec les parents et ses retombées positives sur l'apprentissage des élèves, l'intérêt de l'auto-évaluation des acquis et compétences, car on sait que l'élève qui évalue ses propres acquis a plus confiance en ses capacités, prend davantage la responsabilité de son apprentissage et en tire plus de satisfaction. L'accent mis sur la compétence et sur l'importance de se concentrer sur les acquis plutôt que seulement sur les notes. Et surtout, l'évolution vers l'évaluation formative, qui consiste à faire en sorte que tous les actes d'évaluation aident l'élève à se situer et à s'orienter dans la continuité de son apprentissage, plutôt que de n'être qu'un bilan statique de son parcours passé. Au fil de la mise au point des principes, le ministère a amplement collaboré avec le secteur de l'éducation en formant des groupes consultatifs
en dialoguant avec les organisations partenaires et en consultant le public par des sondages. À partir de 2018, les écoles et conseils scolaires ont aussi testé les changements apportés au suivi des acquis dans le cadre d'un programme pilote, ainsi que de façon indépendante au titre de l'option A de la législation. Cette diapositive donne la liste des différents partenaires et groupes consultatifs et montre la répartition des écoles et conseils scolaires qui ont testé les changements. C'était une excellente occasion de collaborer avec des personnes œuvrant à tous les niveaux du système scolaire et d'obtenir des retours d'informations et d'expérience de la part des parents, des élèves et des enseignants et enseignantes. Nous avons tiré de nombreux enseignements. Cette diapositive montre les deux options existantes côte à côte. L'option A, c'est-à-dire l'option d'intérim, utilisée dans le programme pilote, et l'option B. De la maternelle à la 9e année, ces deux options se ressemblent, sauf que pour l'option A, testée dans le cadre du programme pilote, les conseils scolaires disposaient d'une certaine souplesse quant au rapport d'étape et au choix d'utiliser soit les cotes et pourcentages, soit une échelle pour les niveaux 4 à 9. Une fois que les conseils scolaires ont eu l'occasion de travailler avec les directives d'intérim, celle de l'option A, nous avons reçu de nombreux commentaires et retours d'informations. Les parents ont indiqué que l'échelle leur communiquait des informations utiles. Cependant, on a aussi entendu que les rapports d'étape manquaient d'uniformité et variaient beaucoup d'une école à l'autre. Les parents ont fait part de leur insatisfaction. L'option B, quant à elle, correspond à l'option traditionnelle. Pour les niveaux 6 à 9, elle conserve les deux rapports d'étape informels et les trois rapports d'étape par écrit, ainsi que les cotes et pourcentages. Pour les niveaux 10 à 12, elle conserve également les 5 étapes de suivi des acquis parents, à savoir deux rapports d'étape informels et trois rapports d'étape par écrit avec cotes et pourcentages. Tout cela est resté inchangé. À partir des options A et B, nous avons alors incorporé les meilleurs éléments des deux systèmes pour créer une version actualisée des principes de communication des acquis de la maternelle à la 12e année. Cette version est résumée dans le rectangle jaune sur la diapositive. Elle comprend 5 étapes de suivi des acquis par an. Il s'agit d'abord de 4 rapports d'étape au cours de l'année scolaire, dont 2 par écrit et 2 de format variable, c'est-à-dire sous forme d'entretien entre parents et enseignants ou comme par exemple de rencontres dirigées par l'élève. Ensuite, la 5e et dernière étape est un bilan des acquis en fin d'année scolaire. Par ailleurs, pour tous les niveaux de la maternelle à la 12e année, nous avons aussi rendu obligatoire la réflexion de l'élève sur les compétences essentielles et le choix de ses propres objectifs. Auparavant, dans les options A et B, cette exigence s'appliquait seulement de la maternelle à la 9e année. Nous avons aussi généralisé l'emploi de l'échelle de compétences du ministère avec appréciation pour les élèves de la maternelle à la 9e année, puis l'utilisation des cotes et pourcentages accompagnés d'appréciation pour les élèves de la 10e à la 12e année. Cela vise principalement à faciliter la transition vers les études postsecondaires. Enfin, de la 10e à la 12e année, nous avons aussi ajouté un bilan de la situation par rapport aux conditions d'obtention du diplôme pour bien informer les élèves et leurs parents de ce qui reste à faire pour obtenir le diplôme de fin d'études secondaires. Avec ces changements, les bulletins scolaires sont assez différents de ce qu'ils étaient auparavant, mais ils donnent désormais un aperçu complet de ce que l'élève arrive à faire, des domaines dans lesquels il ou elle doit s'améliorer et de ce que les parents peuvent faire pour accompagner son apprentissage. Examinons cela plus en détail. Qu'est-ce que les élèves apprennent en classe et comment évalue-t-on leurs acquis?
Les programmes d'études suivis en Colombie-Britannique sont organisés en domaines d'apprentissage qui regroupent les cours ou matières telles que les mathématiques, l'éducation physique et santé, le français, etc. Chaque domaine d'apprentissage est associé à des normes d'apprentissage établissant ce que l'élève doit savoir, faire et comprendre. Les normes d'apprentissage précisent ce que l'on enseigne aux élèves à chaque niveau scolaire et ce sur quoi l'on évalue leurs acquis dans les bulletins scolaires. Les élèves doivent aussi acquérir trois compétences essentielles qui s'intègrent à tous les domaines d'apprentissage. Il s'agit de la compétence de communication, de la compétence de réflexion et de la compétence personnelle et sociale dont chaque élève a besoin pour réussir à présent et dans l'avenir. Les compétences essentielles de l'élève ne sont pas évaluées par ses enseignants ou enseignantes. Au lieu de cela, le bulletin scolaire de l'élève inclut sa propre réflexion sur les compétences essentielles ainsi que la définition de ses propres objectifs d'apprentissage. Je vais en parler un peu plus dans quelques minutes. Les parents nous ont aussi demandé comment les bulletins scolaires ou rapports d'étape par écrit se présenteraient désormais. Les bulletins scolaires continuent, comme toujours, de renseigner sur le progrès de l'élève dans chaque domaine d'apprentissage, c'est-à-dire dans chaque cours ou matière. Pour les élèves de la maternelle à la 9e année, les acquis de l'élève y sont représentés par un indicateur ou palier sur l'échelle de compétences utilisée en Colombie-Britannique. Et pour les élèves de la 10e à la 12e année, ils y sont représentés par des cotes et pourcentages. Les bulletins scolaires comprennent également des appréciations sous forme de remarques ou commentaires écrits portant sur les points forts de l'élève, sur les domaines nécessitant encore du travail de sa part, ainsi que sur sa conduite et ses habitudes de travail. Ces appréciations sont désormais obligatoires sur tous les bulletins de la maternelle à la 12e année. En effet, comme déjà mentionné, pour les 10e à 12e années, ces appréciations étaient facultatives et ne figuraient sur le bulletin qu'en cas de besoin. Désormais, chaque élève du système scolaire de la Colombie-Britannique reçoit des appréciations dans tous ses bulletins. Chacun des trois bulletins scolaires, les rapports d'étape par écrit, donne des renseignements sur les compétences essentielles dont l'élève a besoin pour réussir. Il s'agit de la compétence de communication, la compétence de réflexion et la compétence personnelle et sociale, et sur les objectifs que l'élève s'est fixés. Nous en parlerons davantage dans quelques minutes car cela peut vraiment varier selon l'école ou le conseil scolaire. De plus, en vertu de la loi sur les écoles, les parents ont le droit d'être informés sur l'assiduité de leur enfant. Par conséquent, le bulletin scolaire doit normalement indiquer dans une rubrique générée automatiquement le nombre d'absences et de retards de l'élève au cours de la période du semestre ou de l'année qui vient de se terminer. Si l'élève est en 10e, 11e ou 12e année, son dernier rapport d'étape de l'année indique également s'il ou elle est sur la bonne voie pour obtenir son diplôme de fin d'études secondaires. Il est aussi fréquent que des parents nous demandent ce qui se passe si leur enfant a des besoins particuliers. Si c'est le cas pour votre enfant ou si votre enfant se trouve en apprentissage de la langue française dans un programme francophone, voire en apprentissage de la langue anglaise, ayez l'assurance qu'il ou elle bénéficie d'un soutien continu à chaque étape de son parcours. De plus, votre enfant reçoit son bulletin scolaire en même temps que ses camarades. Ce principe de communication des acquis s'applique à la totalité des élèves de la maternelle à la 12e année et à leurs parents afin de garantir que chacune et chacun se sentent inclus et soutenus et reçoivent le même type de communication que les autres. Lorsque l'élève a des besoins particuliers dans son apprentissage,
il nécessite un supplément d'accompagnement, il est important de savoir qu'on ne met pas automatiquement une cote moins élevée ou un indicateur de compétences émergentes ou en voie d'acquisition sur son bulletin scolaire. Le bulletin inclut une cote ou un indicateur basé seulement sur les acquis dont l'élève a fait preuve et une appréciation sur les prochaines étapes de son apprentissage. Autrement dit, l'utilisation de soutien ne signifie pas que l'élève ne répond pas adéquatement aux normes d'apprentissage du programme. On nous demande souvent comment s'utilisent les cotes et pourcentages en Colombie-Britannique. Si votre enfant est en 10e, 11e ou 12e année, chacun des 3 rapports d'étape par écrit comporte des cotes et pourcentages. La seule différence, c'est qu'il existait auparavant une cote I pour incomplete, c'est-à-dire inachevé. Désormais, cette cote est remplacée par la cote IE pour insufficient evidence, c'est-à-dire acquis non démontré. Ainsi, si l'élève n'a pas suffisamment fait preuve de ses acquis, que ce soit dans le cadre du travail scolaire fourni, des conversations avec son enseignant ou enseignante, ou de l'observation de sa participation en classe, l'enseignant ou enseignante peut inscrire la cote IE sur son bilan des acquis pour signaler que quelque chose ne va pas. Dans ce cas, l'enseignant ou enseignante se réunit avec les parents pour discuter de la meilleure façon de soutenir l'apprentissage de l'élève à l'avenir. De la maternelle à la 9e année, les élèves n'ont pas de cote sur leur bulletin scolaire. Au lieu de cela, le bulletin indique où l'élève se situe sur une échelle de compétences. Cette échelle compte 4 paliers de compétences désignés par les indicateurs émergentes, en voie d'acquisition, acquises et approfondies. Avant l'adoption des nouveaux principes, la manière d'évaluer les acquis des élèves manquait beaucoup d'uniformité d'un conseil scolaire à l'autre. En effet, les échelles élaborées localement différaient beaucoup. Désormais, tous les conseils scolaires de la Colombie-Britannique utilisent la même échelle de compétences afin de rendre le suivi des acquis plus cohérent et plus uniforme pour toutes les écoles de la province. L'un des changements les plus importants apportés à l'échelle de compétences est que le palier de compétences acquises est l'objectif à atteindre pour chaque élève. Lorsque l'élève fait preuve de ses acquis par rapport aux normes d'apprentissage des programmes d'études dans un domaine d'apprentissage, une matière ou un cours donné, l'objectif de compétence est atteint. Cela conduit naturellement à se demander à quoi correspond le palier de compétences approfondi. L'élève n'atteint pas ce palier simplement en obtenant un score parfait sur une feuille de réponse ou en fournissant des travaux supplémentaires, mais plutôt en faisant preuve d'une compréhension plus poussée. À ce stade, l'élève met ses acquis en pratique de manière nouvelle et différente. Une autre chose qu'il est très important de souligner ici, c'est que les paliers de compétences émergentes et en voie d'acquisition n'indiquent pas un mauvais résultat. Ces paliers ne signifient pas que l'élève ne réussit pas dans le domaine en question. Tous les élèves passent par des phases de compétences émergentes ou en voie d'acquisition à un moment donné dans leur développement et leur progression. L'apprentissage est continu et fluctue au fil du temps. Il faut donc s'attendre à voir les paliers de compétences émergentes et en voie d'acquisition sur le bulletin de son enfant à différents moments de son parcours d'apprentissage. L'appréciation accompagne l'indicateur de compétence ou la cote et le pourcentage sur le bulletin scolaire. Elle se présente sous forme de remarques écrites. De la maternelle à la 12e année, l'enseignant ou enseignante donne une appréciation par écrit expliquant clairement ce que l'élève arrive à faire et ce sur quoi il ou elle doit travailler pour progresser son apprentissage. Au fil des 4 ou 5 dernières années, notre équipe a eu l'occasion de mener une collaboration approfondie sur ce sujet
avec les parents des 4 coins de la province, aussi bien dans le cadre du programme pilote que dans celui des associations parents-écoles, les AP de la Colombie-Britannique. Nous avons également organisé plusieurs groupes de discussion. Les parents ont clairement indiqué que ce sont les appréciations écrites qui leur apportent le plus d'informations utiles. Les paliers sur l'échelle de compétences et les cotes et pourcentages leur dressent une partie du tableau, mais pas le tableau complet. Les parents ont aussi souligné leur souhait de lire des appréciations concises, constituées de brefs éléments plutôt que d'un long paragraphe. Pour cette raison, nous avons réuni une équipe composée d'enseignants et enseignantes et de responsables d'écoles et de conseils scolaires et nous leur avons donné des directives sur ce que doit être une appréciation. Il s'agit en particulier de faire en sorte que les appréciations soient concises, formulées dans un langage à la portée des familles et des élèves et centrées avant tout sur l'apprentissage de l'élève. Les parents n'ont pas besoin qu'on leur résume les plans de cours. En effet, il leur est toujours possible de demander à l'enseignant ou enseignante de leur expliquer ce qu'on enseigne en classe. Les parents n'ont pas besoin non plus d'un résumé des normes d'apprentissage des programmes d'études, puisqu'il leur est possible de se rendre sur le site des programmes pour se renseigner directement. L'appréciation doit plutôt dresser un tableau précis de l'élève dans son apprentissage. Parce que la difficulté avec les notes, c'est qu'on peut voir, par exemple, que son enfant a atteint le palier de compétences acquises en mathématiques et le palier de compétences émergentes en français et se dire automatiquement, oh, mon enfant est vraiment forte en mathématiques, mais je suppose qu'elle n'est pas si forte en français. Les élèves, comme on le sait, ont des forces et des faiblesses dans tous les domaines d'apprentissage. Il y a toujours des aspects qu'ils maîtrisent bien et d'autres où ils peuvent s'améliorer. C'est dans l'appréciation que l'enseignante communique aux parents les idées et stratégies qu'elle utilise ou propose pour soutenir l'élève, ainsi que les moyens qu'elle suggère pour accompagner son apprentissage à la maison. Enfin, il faut rappeler aux parents que cette appréciation concise, explicite et personnalisée donne seulement un aperçu de la situation de l'élève. Pour obtenir des informations plus précises ou plus détaillées, les parents peuvent prendre contact avec l'enseignant ou enseignante de leur enfant et lui poser toutes leurs questions. Le but n'est pas de mettre moins d'informations à la disposition des parents, mais plutôt de leur donner à toutes et à tous des renseignements plus concis, ainsi que la possibilité de faire un suivi dans les domaines où ils souhaitent en savoir plus. Comment informe-t-on les parents sur la conduite et les habitudes de travail de leur enfant? En vertu de la loi sur les écoles, les parents ont le droit de savoir comment leur enfant se comporte et se développe dans ces domaines. Lors de nos consultations, les parents ont clairement indiqué qu'ils souhaitaient recevoir des informations précises à ce sujet. Les parents veulent qu'on les informe du comportement et des habitudes de travail de leur enfant et qu'on leur dise comment leur enfant peut progresser. Auparavant, en Colombie-Britannique, cela se communiquait par une note ou une cote sur le bulletin scolaire de l'élève. Vous avez peut-être vu un GS ou un N sur le bulletin de votre enfant. Désormais, cela se communique dans l'appréciation. Il est important de noter que l'évaluation et le suivi des acquis ne sont pas des outils disciplinaires. Ainsi, les notes, les cotes et pourcentages ou les indicateurs sur l'échelle de compétences portent uniquement sur les acquis de l'élève par rapport aux normes d'apprentissage. Les habitudes de travail et la participation de l'élève ne doivent pas entrer en ligne de compte dans la note globale de l'élève pour une matière ou un domaine d'apprentissage. Il ne faut en aucun cas que la participation compte pour 10% de la note globale de l'élève pour une matière ou que son assiduité compte pour 5% de celle-ci.
L'évaluation doit porter uniquement sur les acquis par rapport au nombre d'apprentissage des programmes d'études. Cela dit, on sait bien que le comportement, la participation et l'assiduité sont très importants. Par conséquent, si quelque chose nuit à l'apprentissage de l'élève, l'école ou l'enseignant ou enseignante communique avec les parents par d'autres moyens. Il peut s'agir, selon le cas, d'un appel téléphonique, d'un message texte, d'un courriel, voire d'une conversation avec la direction de l'école. Le bulletin scolaire donne seulement une appréciation brève et concise décrivant la situation actuelle de l'élève dans son apprentissage. Pour préciser davantage ce point, étant moi-même parent d'élève, je préférais qu'on m'informe des problèmes de comportement de mes enfants avant même de recevoir leur bulletin. En cas d'inquiétude sérieuse, je suis en faveur d'une communication rapide par téléphone, par courriel ou par tout autre moyen avant l'envoi du bulletin. Parfois, les informations figurant sur le bulletin scolaire sont très longues et détaillées. Les parents ont indiqué qu'il arrive que les remarques sur l'assiduité et les habitudes de travail se perdent parmi d'autres commentaires et qu'ainsi certains problèmes échappent à leur attention tant ils sont noyés dans la masse des informations. Donc, pour résumer, l'enseignant ou enseignante pour communiquer des renseignements sur le comportement, l'assiduité et les habitudes de travail de l'élève dans le bulletin scolaire. Mais il ne faut surtout pas que les parents découvrent des problèmes graves pour la première fois en lisant celui-ci. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de normes de comportement et d'assiduité, mais plutôt que la note donnée à l'élève dans un domaine d'apprentissage doit refléter seulement ses acquis par rapport aux normes d'apprentissage. Par exemple, lorsque l'élève atteint le palier de compétences acquises par rapport aux normes d'apprentissage dans un domaine, c'est l'indicateur de compétences acquises qui doit figurer sur son bulletin scolaire pour ce domaine. Il n'est pas question de lui attribuer l'indicateur de compétences émergentes à cause de problèmes d'assiduité. Un peu plus tôt, j'ai mentionné les compétences essentielles et le choix d'objectifs. Il s'agit d'un ensemble de compétences intellectuelles, personnelles, sociales et affectives fondamentales qui se situent au cœur des programmes d'études et dont toutes et tous les élèves ont besoin pour approfondir leurs connaissances jour après jour. Au fil des situations d'apprentissage, les enseignants et enseignantes accompagnent les élèves dans l'acquisition de ces compétences, mais celles-ci ne sont pas évaluées directement et ne sont pas notées. En revanche, l'élève doit mener sa propre réflexion sur sa progression dans l'acquisition des compétences essentielles et doit aussi se fixer des objectifs. C'est cette réflexion et ce choix d'objectifs de l'élève qui figurent sur les 3 rapports d'étape écrits envoyés à la famille. La réflexion personnelle de l'élève et l'établissement d'objectifs personnels ont été intégrés au suivi des acquis parce que de solides résultats de recherche ainsi que les résultats de notre programme pilote démontrent que les compétences de réflexion sur ses propres acquis et d'établissement de ses propres objectifs ont des retombées positives sur l'apprentissage des élèves tout au long de leur parcours éducatif, puis dans leur vie au-delà du secondaire. Il fallait donc donner à chaque élève l'occasion d'acquérir, de développer et d'exprimer ses compétences de façon régulière tout au long de l'année. Cependant, le ministère ne fixe pas la manière dont les élèves doivent mener leurs réflexions et leurs choix d'objectifs. Autrement dit, il n'établit ni format ni modèle standard pour cette réflexion et cette définition d'objectifs. En effet, ce travail personnel n'a pas besoin de se présenter sous forme de documents écrits ou imprimés joints au bulletin scolaire ou de documents électroniques téléchargeables.
D'un bout à l'autre de la province, nous avons vu toute une palette d'exemples porteuses de sens pour les écoles et communautés scolaires, et c'est en partie pour cela que nous n'avons pas voulu imposer de format ou modèle standard. Il peut s'agir, par exemple, d'un enregistrement audio ou vidéo de l'élève, d'un journal personnel, d'un projet centré sur l'élève ou d'une série de contributions à un portfolio. Pour les 3 rapports d'étape par écrit, l'enseignant ou enseignante indiquera aux parents où trouver plus d'informations sur la progression et le développement de leur enfant dans ces domaines. Lorsque les parents reçoivent pour la première fois un point d'étape sur la réflexion personnelle et les objectifs de leur enfant, il est tout à fait possible et compréhensible que tout cela leur semble perfectible ou inhabituel. Même en tant qu'adulte, on peut avoir du mal à mener une telle démarche de réflexion sur soi et de fixation d'objectifs sans avoir l'expérience. Mais avec le temps, à mesure que chacune et chacun s'accoutume à ces pratiques et à ce qu'elles communiquent, leur intérêt et leurs retombées positives devraient apparaître de manière plus évidente. En fin de compte, il s'agit de précieux outils pour guider les élèves vers l'expression de leurs valeurs et de leurs objectifs, ainsi que pour offrir aux parents des occasions d'accompagner les efforts fournis par leur enfant pour atteindre ces objectifs. Ainsi, on a pu recueillir des témoignages de parents qui, en prenant connaissance des objectifs de leur enfant, découvraient soudain son intérêt pour telle ou telle carrière ou pour l'acquisition de telle ou telle compétence ou sa passion pour tel ou tel sujet. Autrement dit, cette démarche contribue à établir certains dialogues entre l'élève et ses parents. Il s'agit en définitive d'amener l'élève à produire des contenus qui lui donnent voix au chapitre dans son apprentissage. Ainsi, l'élève apprend à mieux se connaître, à travailler pour atteindre ses objectifs et à prendre conscience de ses succès. Comment savoir si son enfant est sur la bonne voie pour obtenir son diplôme de fin d'études secondaires? Si l'élève est en 10e, 11e ou 12e année, son dernier rapport d'étape de l'année scolaire, celui de juin, inclut un bilan de la situation par rapport aux conditions d'obtention du diplôme. En Colombie-Britannique, il y a différents parcours menant à l'obtention de différents diplômes, se distinguant par les cours à réussir ainsi que par les évaluations à passer. Au cours du programme pilote, on a pu constater que souvent les parents et les élèves ne connaissent pas ces différents parcours ou bien connaissent certaines des options, mais sans être au courant des répercussions de certaines décisions prises en cours de route. En Colombie-Britannique, la majorité des élèves obtiennent leur diplôme de fin d'études secondaires, c'est-à-dire le diplôme Cornouiller en français ou le diplôme Dogwood en anglais. Mais si l'élève est dans une école francophone du CSF ou dans un programme d'immersion française, il ou elle est sur la voie du diplôme de fin d'études secondaires double, le Dual Dogwood en anglais. Pour obtenir le diplôme double, l'élève doit satisfaire à des critères légèrement différents. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le guide des politiques pour le programme du secondaire et le lien est fourni sur la dernière diapositive. Il existe également un diplôme de fin d'études secondaires pour adultes, diplôme Dogwood pour adultes, qui est destiné aux élèves âgés d'au moins 18 ans. Cependant, comme l'obtention de ce diplôme nécessite un moindre nombre de crédits, les élèves qui prévoient de s'inscrire dans un établissement postsecondaire doivent parfois suivre des cours supplémentaires pour y parvenir. Enfin, il y a le certificat Evergreen, qui concerne un petit pourcentage d'élèves dans le système éducatif de la province. Ce certificat n'est pas un diplôme de fin d'études secondaires et n'est donc pas équivalent au diplôme Cornouiller.
Il couronne la réalisation des objectifs d'apprentissage personnel définis par le plan d'apprentissage personnel, le PAP, de l'élève. Autrement dit, toute la richesse de ce que l'élève a accompli pendant sa scolarité. Il s'ensuit que, désormais, pour les élèves de 10e, 11e et 12e année, le dernier rapport d'étape par écrit de l'année scolaire comporte un bilan de la situation par rapport aux conditions d'obtention du diplôme. Ce bilan donne un instantané des progrès de l'élève dans tous les cours et évaluations requis pour l'obtention de son diplôme de fin d'études secondaires. Il indique les cours et évaluations déjà achevés, les cours auxquels l'élève est actuellement inscrit ou inscrite et ce qu'il lui reste à faire pour obtenir son diplôme. De plus, il indique clairement le diplôme visé. Diplôme Dogwood ou Cornouiller, diplôme de fin d'études secondaires double ou diplôme pour adultes ou certificat Evergreen. Ce bilan aide l'élève à choisir ses cours et il vise à faire en sorte que tout le monde soit prévenu d'éventuels obstacles à l'obtention du diplôme avant qu'il ne soit trop tard. Il peut également faciliter les discussions à la maison sur les plans et projets de l'élève après l'achèvement des études secondaires. Il s'agit pour nous de faire en sorte que toutes et tous les élèves de la province reçoivent les mêmes informations. Il est important qu'aucun et aucune élève ne se retrouve dans une situation où la communication n'est pas claire et que cela empêche ses parents de comprendre que leur enfant n'est pas sur la bonne voie pour obtenir son diplôme et n'est pas admissible au programme d'études postsecondaires. Je sais que j'ai abordé un grand nombre de sujets en peu de temps. Alors, veuillez noter que toutes ces informations sont à votre disposition sur le site Web du ministère, à commencer par cette présentation qui peut servir de point de départ pour trouver rapidement des réponses à vos questions. Lors de la publication du document sur le suivi des acquis scolaires, nous avons également publié une série de 6 fiches recto-verso informant les parents sur les changements apportés au bulletin scolaire. Pour chaque question particulière, il suffit de télécharger la fiche d'information correspondante pour obtenir un survol complet du sujet. Ces fiches sont également regroupées dans un document disponible en un seul téléchargement. Pour que le plus grand nombre possible de familles comprennent toutes ces informations sans difficulté, ces documents sont publiés dans les 8 langues les plus courantes chez les élèves. Ces fiches d'information visent à répondre aux questions que les parents nous ont souvent posées lors de nos conversations partout dans la province. Elles informent notamment sur ce que l'élève apprend à l'école, ce qui change avec la refonte des programmes d'études, les normes d'apprentissage et la manière de savoir si l'élève est sur la bonne voie pour obtenir son diplôme. Les fiches abordent les différents aspects des principes en répondant à des questions plus nuancées comme les suivantes. Pourquoi n'y a-t-il pas de cote et pourcentage sur les bulletins de l'élève? Et pourquoi faut-il que l'élève réfléchisse sur ses propres compétences et se fixe des objectifs? Encore une fois, merci de ne pas hésiter à consulter toutes les informations disponibles sur le site du ministère. Vous trouverez un lien vers un document PDF contenant ces diapositives. Pour en savoir plus sur les programmes d'études suivis en Colombie-Britannique ou sur les évaluations provinciales, il suffit de cliquer sur les différents liens figurant sur cette diapositive. Merci de votre attention.